Il naît avec un nom qui pèse comme une pierre froide dans la poche d'un manteau, Tocqueville. Un nom de terre, de haie, de manoir normand, de lignée qui compte les générations comme on compte les anneaux d'un chêne. Alexis Charles-Henri Clérel de Tocqueville vient au monde le 29 juillet 1805 à Paris, mais son enfance est traversée par une mémoire qui n'a rien de parisien, une mémoire de province et de sang, une mémoire de révolution. Dans sa famille, 1789 n'est pas une date de manuel, c'est une odeur, celle des papiers brûlés, des portes qu'on cloue, des chevaux qu'on cache. C'est un bruit, celui des charrettes et des cris, des noms qu'on lit à la haute voix, des pas dans un escalier au petit matin. Les Tocqueville, comme tant d'aristocrates, ont appris que l'histoire peut entrer sans frapper. Son père, Hervé de Tocqueville, et sa mère, Louise Le Pelletier de Rosambeau, portent cette cicatrice. Les Le Pelletier, c'est une grande famille de robes, de magistrature, de parlement, de ces élites qui croyaient tenir la France par le droit et les procédures, et qui ont vu la machine se retourner contre elles. Tamkelesias. Plusieurs proches ont été guillotinés pendant la Terreur. Ses parents eux-mêmes ont été emprisonnés. Ils ont échappé de peu à la lame. Dans les salons, plus tard, on parlera de réaction thermidorienne, de chute de Robespierre. Chez les Tocqueville, on dira plutôt on a survécu, et survivre, quand on a vu la foule devenir tribunal, cela laisse une prudence presque physique, une méfiance envers les emballements collectifs, envers les majorités qui se découvrent une vertu et une mission. Alexis grandit donc dans un paradoxe intime. Il est enfant d'un monde ancien, mais il ouvre les yeux dans un monde déjà refait. La France de son enfance n'est plus celle des États, des ordres, des privilèges. C'est la France du consulat, puis de l'Empire. Une France centralisée, administrée, quadrillée, où l'État a pris l'habitude de tout compter, tout classer, tout nommer. Les préfets, les codes, les tribunaux, les lycées. Napoléon a laissé une ossature, et quand l'Empire tombe, quand la Restauration revient avec ses lices et ses cérémonies, l'ossature reste. On remet des rubans sur une charpente moderne. C'est là que se forme le regard de Tocqueville, dans cette sensation que les régimes passent, mais que certaines forces demeurent. La plus visible, la plus insistante, c'est la centralisation. Elle ne dépend pas d'un roi ou d'un empereur. Elle s'installe comme une habitude nationale. Elle rassure, elle simplifie. Elle étouffe aussi, et Tocqueville, très tôt, sent que la liberté n'est pas seulement une affaire de grands principes proclamés, c'est une affaire de mécanisme, de contrepoids, de respiration locale, de petites résistances quotidiennes. Il n'est pas un enfant prodige au sens spectaculaire, c'est plutôt un enfant sérieux, sensible, parfois inquiet, qui lit et qui observe. Il reçoit une éducation marquée par la religion et par l'idée de devoir. La foi, chez lui, ne sera jamais un simple décor. Elle est une question de mœurs, de discipline intérieure, de ce qui tient un individu debout quand l'opinion change de vent. Il y a aussi, dans sa formation, une fréquentation des auteurs classiques, des moralistes, des historiens. Il apprend à penser en comparant, en pesant, en distinguant. Il apprend surtout à se méfier des mots trop faciles, liberté, peuple, ordre. Des mots qui, en France, ont servi à tout, y compris à justifier leur contraire. À l'adolescence, il traverse une crise spirituelle, une période de doute qui le marque durablement. Ce n'est pas seulement une affaire de catéchisme ou de métaphysique, c'est une expérience de solitude. Il découvre ce que c'est que de ne plus être porté par une certitude collective. Et cette expérience, plus tard, quand il parlera de l'individualisme moderne, de l'homme démocratique tenté de se replier sur un petit cercle privé, il la décrira avec une précision qui n'est pas seulement théorique, il l'a senti dans sa propre chair. Le fil de l'égalité, lui, est déjà là, tendu à travers sa vie comme une ligne qu'on ne peut ni couper ni ignorer.
Il voit bien que l'égalité des conditions progresse, que les barrières sociales se déplacent, que les carrières s'ouvrent autrement. Il voit aussi que cette égalité n'est pas une fête permanente. Elle a eu des effets psychologiques. Elle excite l'envie. Elle rend les comparaisons plus cruelles. Elle pousse chacun à se mesurer à tous. Elle a des effets politiques. Elle rend la souveraineté populaire inévitable, mais elle peut aussi rendre la majorité impatiente, sûre d'elle, intolérante à la dissidence. Tocqueville n'est pas un nostalgique qui rêve de restaurer l'ancien régime tel quel. Il sait que c'est fini, il sait que c'est irréversible. Ce qui l'obsède, c'est autre chose. Comment sauver la liberté dans un monde où l'égalité avance comme une marée? Il choisit le droit, non par goût de la paperasse, mais parce que la magistrature, en France, est un poste d'observation. Le juge voit passer les conflits réels, les intérêts, les passions, les fractures sociales. Il voit aussi l'État à l'œuvre, ses procédures, ses lenteurs, ses réflexes. Tocqueville devient magistrat, juge auditeur puis substitut. Dans les années 1820, il entre dans cette machine judiciaire qui, sous la Restauration, reste profondément marquée par l'héritage napoléonien. Les codes sont là, la hiérarchie est là, l'idée d'un État qui encadre la société est là. Dans les palais de justice, on respire une atmosphère particulière. Le bois ciré, l'encre, les dossiers ficelés, les robes noires, les formules, tout est fait pour donner au droit une apparence de permanence. Et pourtant, derrière les formules, la France bouge. Il y a dans ces années une tension politique constante. La Restauration tente de concilier l'inconciliable. Une monarchie de droit divin et une société qui a goûté à l'égalité civile. Les ultras rêvent de revanche. Les libéraux défendent la charte, la presse, les garanties. Les souvenirs de la Révolution hantent tout le monde, mais chacun les utilise à sa manière. Tocqueville, lui, se situe dans une tradition libérale aristocratique. Il veut des libertés publiques, des institutions qui limitent le pouvoir, une vie politique qui ne soit pas une guerre de religion. Il admire l'Angleterre constitutionnelle, ses contrepoids, ses habitudes parlementaires. Il se méfie des ruptures brutales, il se méfie aussi des immobilismes qui provoquent les ruptures, et puis arrive 1830. 3 journées de juillet, Paris se couvre de barricades, de pavés arrachés, de fumée. Charles X tombe. La monarchie change de branche, pas de principe. Louis-Philippe arrive, roi des Français, et non plus roi de France. La formule dit tout, la souveraineté se déplace, la bourgeoisie triomphe, la presse exulte, les drapeaux tricolores reviennent, et Tocqueville, jeune magistrat, se retrouve face à une réalité brutale. L'histoire n'attend pas les prudences, elle passe, elle emporte, elle oblige à choisir. Il prête serment au nouveau régime, non sans malaise. Ce serment, pour un magistrat, n'est pas un détail, c'est un lien, c'est une compromission possible. C'est aussi, parfois, la condition pour rester à son poste et continuer à observer. Tocqueville n'est pas un homme de gestes théâtraux. Il n'est pas fait pour les coups d'éclat. Il est fait pour les diagnostics. Mais 1830 lui montre que la France entre dans une accélération. La politique devient plus nerveuse, plus exposée à l'opinion, plus dépendante des journaux, des clubs, des rumeurs. La monarchie de Juillet se veut modérée, mais elle repose sur un suffrage censitaire étroit, sur une société où l'argent et l'influence comptent plus que les titres. L'égalité avance mais de manière inégale. Et l'État, lui, continue de se renforcer. Dans ce climat, Tocqueville se lie d'amitié avec Gustave de Beaumont. Beaumont est aussi magistrat, plus expansif, plus romanesque peut-être, mais animé par la même curiosité politique. Ensemble, ils parlent de la France, de ses impasses, de ses illusions. Ils parlent surtout de ce qui manque, une compréhension froide, presque clinique, de la démocratie qui vient. En France, la démocratie est un mot chargé d'électricité. Pour les uns, c'est la promesse d'une justice enfin réalisée. Pour les autres, c'est le spectre de 1793, la foule souveraine.
la guillotine. Tocqueville refuse ces deux réflexes. Il veut regarder la démocratie comme un fait social, comme une transformation profonde, pas comme un slogan. Le fil de l'égalité, encore lui, traverse les conversations, les lectures, les couloirs du tribunal. Tocqueville lit, prend des notes, compare, il s'intéresse aux institutions locales, aux communes, à la manière dont un pays apprend la liberté. Il se demande pourquoi, en France, la centralisation a gagné si facilement, pourquoi les corps intermédiaires ont été si faibles, pourquoi l'État est devenu le recours naturel de tous. Il se demande aussi ce que produit, dans les âmes, cette égalité qui efface les distances. Est-ce qu'elle rend les hommes plus indépendants, ou plus semblables, donc plus facile de la conduire? Il y a chez lui une inquiétude qui n'est pas de la peur, plutôt une lucidité sombre. Il pressent un danger particulier, non pas la tyrannie brutale d'un despote à l'ancienne, mais une domination plus douce, plus enveloppante, qui se présente comme protection, un pouvoir qui ne casse pas les volontés, mais les amollit, un pouvoir qui ne tue pas, mais qui infantilise. À ce stade, ce n'est encore qu'une intuition, une ombre au bord du champ, mais elle est déjà là, et elle le pousse à chercher un terrain d'observation où la démocratie ne serait pas une promesse ou un cauchemar, mais une réalité quotidienne. Ce terrain, ce sera l'Amérique. L'idée ne tombe pas du ciel, elle naît d'une opportunité administrative, presque banale, une mission officielle pour étudier le système pénitentiaire des États-Unis, les prisons, les cellules, les régimes disciplinaires. À l'époque, la question pénitentiaire est un sujet brûlant en Europe. On débat des modèles, le système de Philadelphie avec l'isolement cellulaire, le système d'Auburn avec le travail en commun et le silence imposé. On parle de réforme morale, de réhabilitation, de contrôle social. Les prisons deviennent un laboratoire de modernité. Comment corriger sans barbarie? Comment punir sans déchaîner la vengeance? Comment fabriquer de l'ordre avec des méthodes rationnelles? Pour Tocqueville et Beaumont, la mission est un passeport, un prétexte légitime pour traverser l'Atlantique, pour voir de près une société où l'égalité des conditions est plus avancée qu'en Popet-Cessan. Europe, où les titres n'organisent pas la vie sociale de la même manière, où les institutions locales semblent plus vivantes. Ils obtiennent l'autorisation, ils partent en 1831. Tocqueville a 26 ans, il quitte une France qui se cherche, qui se dispute, qui s'agite sous une monarchie bourgeoise, et il s'embarque vers une république, jeune, encore rude, encore inachevée, mais avant le départ, il y a ce moment de préparation, ce moment où l'on comprend que Tocqueville n'est pas un voyageur dilettante. Il se prépare comme un enquêteur, il lit des récits, des textes juridiques, des descriptions d'institutions, il rassemble des recommandations, des lettres d'introduction, il organise son regard. Il veut voir, mais il veut surtout comprendre ce qu'il voit. Il sait que l'Amérique fascine et irrite à la fois les Européens, on la caricature facilement. Pays de marchands, de sectes, de violence, de liberté sans culture, Tocqueville veut éviter la caricature. Il veut saisir les mécanismes, son tempérament s'y prête. Il a une manière de penser qui associe le détail concret et la généralisation prudente. Il peut s'arrêter sur une procédure municipale, sur une habitude de réunion, sur une forme de presse locale, et y lire une philosophie politique. Il peut écouter un avocat, un pasteur, un shérif, et entendre derrière leurs mots une conception de la société. Il n'est pas naïf. Il sait que les gens se racontent. Il sait que les institutions ont une façade. Il sait aussi que les mœurs, ce mot si français, sont souvent plus décisives que les lois. Dans la France de 1831, ce type de démarche est rare. On écrit sur la politique en citant des principes, en invoquant des droits, en rejouant la Révolution. Tocqueville veut faire autre chose, une anatomie. Il veut comprendre comment une démocratie tient, comment elle se défend contre ses propres excès, comment elle produit de l'énergie civique ou, au contraire, du conformisme.
Il veut comprendre ce que l'égalité fait aux hommes quand elle n'est plus une revendication, mais un état de fait. Il y a aussi, dans ce départ, une dimension personnelle. Tocqueville étouffe un peu dans les cadres français. La magistrature est une carrière, mais c'est aussi une dépendance. Le pouvoir politique peut déplacer, promouvoir, punir. La presse peut attaquer. Les factions peuvent exiger des loyautés. Partir, c'est respirer. C'est se donner du temps. Et le temps, justement, devient une denrée précieuse. La France accélère, les idées circulent plus vite, les crises se rapprochent. Tocqueville sent que s'il veut écrire quelque chose qui compte, il doit le faire avant que les événements ne le dépassent. Le fil de l'égalité se tend encore, il traverse la France de Louis-Philippe, où l'on parle de progrès, de chemin, de banque, de commerce, mais où la question politique reste verrouillée par le sens. Il traverse les campagnes, où les paysans propriétaires sont devenus une force sociale nouvelle, attachée à la terre, méfiante envers les aventures. Il traverse les villes, où une classe ouvrière commence à se concentrer, à souffrir, à s'organiser. Il traverse les salons, où l'on discute de liberté de la presse et de peur du désordre. Tocqueville regarde tout cela et comprend que la démocratie n'est pas seulement une affaire de constitution, c'est une transformation des rapports entre les hommes, de leurs attentes, de leurs susceptibilités, de leurs rêves. Dans ses lettres, dans ses notes, on sent déjà une obsession. Comment concilier l'égalité et la liberté? L'égalité, il la voit comme une force historique, presque une loi de gravitation sociale. Elle attire tout vers elle, elle abaisse les distances, elle rend les conditions plus semblables, elle promet une dignité commune, mais la liberté, elle, n'est pas garantie par cette ressemblance. Au contraire, quand les hommes à Repsum se ressemblent, ils peuvent de plus facilement accepter qu'une même règle s'applique à tous, qu'une même opinion domine, qu'un même pouvoir administre. L'égalité peut devenir une corde qui serre la liberté, doucement, sans bruit, jusqu'à ce que l'on s'habitue à ne plus bouger. Ce n'est pas un discours de réactionnaire. Tocqueville ne rêve pas d'un retour des privilèges. Il sait trop bien ce que ces privilèges ont produit. Des rancœurs, des injustices, des explosions. Il sait aussi que l'aristocratie, en France, a souvent confondu sa dignité avec ses avantages, mais il a une nostalgie particulière, non pas celle des titres, mais celle d'un monde où des pouvoirs multiples se faisaient face, où l'État n'était pas le seul centre de gravité, où les libertés locales, les corporations, les provinces, les coutumes formaient une mosaïque. Cette mosaïque avait ses défauts, ses inégalités, ses rigidités, mais elle empêchait aussi la concentration totale. La centralisation française, elle, lui apparaît comme une tentation permanente, presque une religion laïque. On demande à Paris de décider, on demande à l'administration de régler, on demande à l'État de protéger, et plus on demande, plus l'État grandit. Tocqueville voit là un danger pour l'avenir démocratique. Si le peuple devient souverain, mais que l'État reste centralisé, alors la souveraineté populaire peut se transformer en un pouvoir immense, sans contrepoids, qui parle au nom de tous et agit sur chacun. Il y a, dans son esprit, une comparaison qui se dessine. L'Angleterre et la France, l'Amérique et la France. Pourquoi certains pays ont-ils des libertés locales robustes, des habitudes d'association, des contre-pouvoirs vivants, tandis que la France, même quand elle se dit libre, retombe vers l'administration. Ce n'est pas seulement une affaire de loi, c'est une affaire de mœurs, d'éducation politique, de confiance entre citoyens. Et Tocqueville veut voir un pays où ces mœurs démocratiques existent déjà, où elles se pratiquent comme on pratique un métier. Le départ approche. On imagine le jeune magistrat, encore pris dans les codes et les dossiers, préparer ses malles, les vêtements, les papiers, les lettres, les livres aussi, sans doute, car Tocqueville voyage avec des idées autant qu'avec des chemises. Il quitte les salons parisiens, les conversations feutrées, les prudences de la monarchie de Juillet, il quitte aussi une certaine protection sociale.
En France, son nom ouvre des portes, impose une forme de respect. En Amérique, il sera un étranger, un observateur. Un homme qui doit gagner l'attention par l'intelligence, pas par le titre. Ce déplacement est décisif parce qu'il inverse une attente. On pourrait croire qu'un aristocrate français, héritier des traumatismes révolutionnaires, partirait chercher des arguments contre la démocratie, des preuves de son chaos. Tocqueville part avec une inquiétude, oui, mais aussi avec une curiosité presque admirative. Il veut comprendre comment la démocratie peut fonctionner sans se détruire. Il veut voir si l'égalité peut produire autre chose que la jalousie et la médiocrité. Il veut voir si la liberté peut survivre quand les hommes deviennent semblables. Et déjà, avant même d'avoir vu un seul village américain, il a compris quelque chose d'essentiel. La démocratie n'est pas un choix qu'on fait un matin dans une assemblée, c'est un mouvement long, profond, qui transforme les familles, les croyances, les ambitions, les peurs. On peut la retarder, la canaliser, la déformer. On ne peut pas l'abolir par décret. La France, avec ses révolutions et ses restaurations, en est la preuve vivante. On change les drapeaux, on change les constitutions, mais le fil de l'égalité continue de courir, obstiné, à travers les générations. Alors il part. Non pas pour fuir la France, mais pour la comprendre. Non pas pour célébrer l'Amérique, mais pour y lire un avenir possible, avec ses promesses et ses menaces. Il part avec Beaumont, avec une mission sur les prisons, et dans sa tête une autre mission, plus vaste, plus risquée, saisir dans une société encore jeune, encore brutale, encore pleine de contradictions, la forme moderne de la liberté et la manière dont elle peut se perdre sans même s'en apercevoir. Le bateau s'arrache au quai comme on arrache une page à un cahier. Il y a le bruit des cordages, l'odeur du goudron, le bois humide, les voix qui se perdent dans le vent, et puis, très vite, l'Atlantique. Une étendue qui n'a pas d'opinion, pas de parti, pas de journal. Une étendue qui oblige à se taire. Tocqueville et Beaumont ne traversent pas seulement une mer, ils traversent une distance mentale. En France, chaque mot politique est un projectile. En mer, les mots retombent. On pense autrement. On pense plus lentement. On pense avec le corps, avec le roulis, avec la fatigue, avec cette sensation d'être suspendu entre deux mondes. Le fil de l'égalité, lui, ne se détend pas. Il suit, invisible, comme une ligne tendue sous la coque. Ils arrivent en Amérique au printemps 1831. New York d'abord, ville déjà nerveuse, déjà marchande, déjà pressée. Ce n'est pas l'Amérique des gravures romantiques, des forêts infinies et des Indiens silencieux. C'est une ville de quais, de ballots, de cris, de comptoirs. Une ville où l'on construit, où l'on démolit, où l'on vend. Les rues sentent le cheval, la sueur, la fumée. Les enseignes claquent, les journaux circulent. On parle fort, on se tutoie, presque. Et Tocqueville, aristocrate français, habitué aux nuances de rang, reçoit ce premier choc. Ici, l'égalité n'est pas un discours, c'est une manière de se tenir debout. Ils ont un mandat officiel, très sérieux, très administratif. Étudier les prisons. Le système pénitentiaire américain fascine l'Europe, on y cherche une science de la punition, une technique de la réforme morale. Philadelphie, Auburn. Deux modèles, deux philosophies. L'un mise sur l'isolement, la cellule, le silence total, l'homme seul face à sa conscience, comme dans un monastère sans Dieu. L'autre mise sur le travail en commun, la discipline collective, le silence imposé, la cadence, la règle. Dans les salons parisiens, on discute de ces systèmes comme on discute d'une machine nouvelle. Tocqueville et Beaumont, eux, vont voir la machine de près. Ils vont sentir l'air des couloirs, écouter les portes, regarder les visages. Mais dès les premiers jours, quelque chose déborde la mission. L'Amérique se donne à lire partout, dans les détails les plus ordinaires, dans la façon dont un homme s'adresse à un autre, dans la manière dont on s'assoit à table, dans l'absence de révérence, dans la présence constante de la loi,
non pas comme une majesté lointaine, mais comme un outil quotidien. Tocqueville observe avec l'œil du magistrat. Il cherche les procédures, les compétences, les limites. Il veut savoir qui décide, qui exécute, qui contrôle. Et il découvre un pays où l'on a l'air de décider tout le temps, partout, à petite échelle, comme si la politique était une habitude domestique. Il y a, dans cette Amérique-là, une énergie qui surprend un Français. En France, l'État est une montagne. On la contourne, on la craint, on la supplie. Ici, l'État fédéral est cédé loin, presque abstrait. Et ce qui compte, ce sont les niveaux intermédiaires. L'État fédéré, le comté, la ville, la commune surtout. Tocqueville la regarde comme on regarde une pièce maîtresse. Il entre dans des salles de réunion modestes, des bâtiments en bois, des lieux où l'on discute de routes, d'écoles, de taxes locales, de police. Rien de grandiose, rien de théâtral, et pourtant, c'est là que se fabrique une certaine idée de la liberté. Non pas la liberté proclamée, mais la liberté pratiquée, répétée, apprise. Le fil de l'égalité passe par ces bancs de bois, par ces registres, par ces votes. Il passe aussi par la presse. Tocqueville est frappé par la quantité de journaux, par leur diversité, par leur ton. En France, la presse est un champ de bataille, surveillé, un lieu où l'on risque le procès, la saisie, la prison. Ici, elle est partout, souvent médiocre, souvent violente, parfois brillante, mais surtout, elle est multiple. Elle ne parle pas d'une seule voix, elle ne dépend pas d'un centre unique, elle ressemble à la société qu'elle décrit, fragmentée, concurrentielle, bruyante. Et Tocqueville comprend que cette cacophonie a une vertu politique. Elle empêche le silence, elle empêche l'unanimité trop facile, elle oblige à répondre. Il note aussi une autre chose, plus subtile. L'opinion publique en Amérique n'est pas seulement une force, c'est une atmosphère. Elle enveloppe, elle pèse, elle peut être plus tyrannique qu'un censeur officiel parce qu'elle n'a pas besoin de décret. Elle n'interdit pas, elle ridiculise, elle ne condamne pas, elle isole dans les conversations, dans les sermons, dans les journaux. Il sent cette pression vers le semblable, vers le conforme. Le fil de l'égalité, promesse d'émancipation, devient parfois corde. Chacun se compare à chacun, chacun surveille chacun, et la différence devient suspecte. Il voyage de beaucoup, trop, presque. Les routes m'y sont longues, les diligences se coupent à l'un, les auberges sont inégales, les repas rapides. Ils prennent des notes sans cesse. Tocqueville a cette discipline de l'observateur qui ne veut pas se laisser emporter par l'exotisme. Il interroge des juges, des avocats, des shérifs, des pasteurs, des commerçants. Il veut comprendre comment la justice fonctionne, comment on choisit les jurés, comment on élit les magistrats dans certains États, comment la loi pénètre la vie quotidienne. Il est fasciné par le jury, non seulement comme institution judiciaire, mais comme école civique. En France, juger est l'affaire d'un corps. Ici, juger devient, pour beaucoup, une expérience de citoyen. On apprend à écouter, à délibérer, à décider. On apprend à porter une responsabilité publique. Et puis, il y a les prisons, Philadelphie, l'Eastern State Penitentiary, symbole de la réforme pénitentiaire. Un bâtiment qui ressemble à une forteresse morale, des couloirs rayonnants, des cellules où l'on enferme un homme seul, avec une Bible, avec du travail, avec le silence. Tocqueville regarde cela avec une curiosité inquiète. L'idée est noble. Éviter la contagion du vice, empêcher les criminels de se corrompre entre eux, forcer l'introspection. Mais l'effet peut être terrible. L'isolement qui brise, la solitude qui rend fou, la punition qui se fait invisible, et donc, paradoxalement, plus totale. Il y a là une modernité sombre, punir sans ce spectacle, corriger sans sang, dominer sans bruit, une préfiguration, déjà, de ce qu'il appellera plus tard un despotisme qui ne frappe pas, mais qui enveloppe. À Auburn, autre modèle. Discipline de fer, travail en commun.
Silence imposé. Les détenus marchent en file, regards baissés, gestes réglés. On sent la volonté de fabriquer de l'ordre, comme on fabrique un produit. Tocqueville, magistrat, voit l'efficacité, il voit aussi le risque. L'homme réduit à un rouage, la morale remplacée par la mécanique. La prison devient un miroir grossissant de la société. Comment une démocratie, qui proclame la liberté, organise-t-elle la contrainte? Avec quelle justification? Avec quelle limite? Et surtout, avec quelle idée de l'homme? Mais l'Amérique ne se résume pas à ses institutions, elle a des ombres, des contradictions qui frappent Tocqueville comme des coups de froid. L'esclavage, d'abord. Il le rencontre dans les États du Sud, ou plutôt il rencontre sa présence, son évidence, sa banalité. Des hommes et des femmes réduits à des biens, vendus, transmis, surveillés. Une société qui parle de liberté et qui vit sur une servitude raciale, Tocqueville n'est pas un militant abolitionniste au sens moderne. Il est un analyste, et ce qu'il voit le trouble profondément. Il comprend que l'esclavage n'est pas seulement une injustice morale, c'est un poison politique. Il déforme les mœurs des maîtres, autant que la condition des esclaves. Il crée une aristocratie de peau, une hiérarchie brutale, une peur permanente, et il pressent que cette contradiction ne pourra pas durer sans violence. Le fil de l'égalité, ici, est rompu net. Il s'arrête devant la couleur. Il observe aussi la situation des Noirs libres dans le Nord. Et là, autre choc. L'abolition ne suffit pas à effacer le mépris. La séparation sociale persiste. Les préjugés s'accrochent. Tocqueville note cette dureté particulière. Dans une société d'égalité, la différence devient plus insupportable parce qu'elle contredit l'idée que l'on se fait de soi. On proclame l'égalité des droits, mais on pratique l'exclusion. Et l'exclusion, dans une démocratie, peut être d'autant plus violente qu'elle se croit légitime. Puis il y a les Amérindiens. Tocqueville les voit, ou plutôt il voit leur disparition en cours. Il entend parler des déplacements, des traités, des expulsions. Il traverse des territoires où la frontière avance comme une lame. La forêt recule. Les villages blancs apparaissent. Les routes se tracent. Les Indiens, eux, sont repoussés, négociés, déplacés, parfois écrasés. Ce n'est pas toujours une guerre ouverte. C'est souvent une pression continue, administrative, économique, démographique, une conquête par la présence. Tocqueville était frappé par cette forme de violence froide. On ne massacre pas toujours, on dépossède, on ne tue pas toujours, on rend impossible la vie. Et il comprend que la démocratie américaine, si fière de ses libertés, porte aussi une capacité d'expansion impitoyable, justifiée par l'idée de progrès, par la certitude d'être dans le vrai, la frontière, justement. Cette notion américaine, presque mythique, Tocqueville la touche du doigt. Des villes qui naissent en quelques mois, des maisons en bois, des tavernes, des tribunaux improvisés, des églises déjà là, une société qui se déplace, qui recommence, qui n'a pas de passé lourd. Cela produit une liberté particulière, moins de traditions, moins de hiérarchies anciennes. Mais cela produit aussi une brutalité, la loi arrive parfois après les hommes. Et quand elle arrive, elle doit s'imposer dans un monde où chacun a pris l'habitude de se défendre lui-même. Tocqueville voit cette tension. Une démocratie qui se veut réglée, mais qui naît dans la violence de la conquête. Et pourtant, au milieu de ces contradictions, il découvre une force qui l'étonne, la capacité d'association. Les Américains s'associent pour tout, pour construire une école, pour ouvrir une route, pour soutenir une cause religieuse, pour publier un journal, pour lutter contre l'alcool, pour aider un voisin. En France, on attend souvent l'État. Ici, on se rassemble. Tocqueville comprend que ces associations sont des contre-pouvoirs naturels. Elles empêchent l'individu de se dissoudre dans sa vie privée. Elles créent des liens horizontaux. Elles donnent aux citoyens l'habitude d'agir ensemble sans passer par un centre. Le fil de l'égalité, ici, devient promesse. Des hommes semblables qui se mettent en mouvement.
non pas parce qu'un ministre l'a ordonné, mais parce qu'ils l'ont décidé. La religion joue un rôle inattendu. Tocqueville, formé dans une France où l'Église est associée à l'Ancien Régime, où la Révolution a laissé des cicatrices, découvre une Amérique où la religion et la liberté semblent cohabiter sans se détruire. Les églises sont nombreuses, concurrentes, souvent protestantes, parfois catholiques, et cette pluralité change tout. La religion n'est pas un bras de l'État. Elle est une force sociale autonome, elle encadre les mœurs, elle impose une discipline, elle donne des repères. Et Tocqueville note ce paradoxe. Dans une démocratie, la religion peut être un frein à l'arbitraire des passions, un garde-fou contre l'ivresse de la majorité, non pas parce qu'elle commande politiquement, mais parce qu'elle forme intérieurement. Il observe aussi la place des femmes, non pas en termes de droits politiques, elles n'en ont pas, mais en termes de mœurs. Il est frappé par une certaine rigueur morale, par une séparation des rôles, par une idée de la famille comme cellule forte. Il ne regarde pas cela avec les yeux d'un réformateur social. Il regarde cela comme un anatomiste des habitudes. Il cherche ce qui, dans la vie quotidienne, rend possible une société libre, et il voit que la liberté politique ne flotte pas dans l'air. Elle repose sur des disciplines, des croyances, des habitudes de retenue. Le fil de l'égalité, ici, ne signifie pas l'absence de règles. Il signifie que les règles viennent souvent de la société elle-même, pas seulement d'un pouvoir central. Tocqueville est aussi attentif à l'économie, à cette passion américaine pour l'amélioration matérielle. Il voit des hommes obsédés par le commerce, par la terre, par l'argent. Il voit une mobilité sociale qui fascine et inquiète. On peut monter, on peut tomber, on peut recommencer. Cela donne une énergie immense, mais cela peut aussi enfermer les esprits dans le court terme, dans l'intérêt immédiat. Il note cette tension. L'égalité des conditions pousse chacun à vouloir s'élever, à ne dépendre de personne, à se suffire. Et cette aspiration, si elle n'est pas compensée par des liens civiques, peut produire l'isolement. L'individu libre, oui. L'individu seul, aussi. Dans les tribunaux, il observe la place des avocats. En France, l'avocat est un personnage, parfois brillant, parfois suspect, mais il n'est pas un pilier politique. En Amérique, l'avocat est partout. Il parle, il organise, il structure. Il devient une élite de la parole et de la procédure. Tocqueville comprend que, dans une démocratie où l'aristocratie héréditaire n'existe pas, d'autres élites apparaissent. Des élites de compétences, de professions, de réseaux. Les juristes, les juges, les hommes de loi forment une sorte d'aristocratie nouvelle, moins visible, mais réelle, parce qu'elle maîtrise le langage des règles. Et cette aristocratie-là peut servir la liberté, en freinant les emballements, en rappelant les formes, en imposant des délais, ou elle peut servir la domination, en confisquant la compréhension du droit. Tout dépend des mœurs, encore. Il y a des moments où Tocqueville se sent presque euphorique. Il voit une société où l'on vote, où l'on débat, où l'on s'organise. Il voit des communes vivantes, des citoyens actifs. Il voit une circulation d'idées qui ne passe pas par un centre unique, et il se dit, voilà peut-être un antidote à la centralisation française. Voilà peut-être une manière de faire respirer la liberté. Et puis, presque aussitôt, il retombe sur une autre réalité. La majorité, sa puissance, sa certitude. Dans certaines conversations, dans certains journaux, il sent que la majorité ne se contente pas de gouverner. Elle veut avoir raison. Elle veut définir le bien, le vrai, le respectable. Elle peut tolérer l'opposition comme un bruit, mais elle supporte mal la dissidence comme une différence morale. Tocqueville, héritier d'une famille qui a vu la foule devenir tribunal, reconnaît une vieille menace sous une forme neuve. Ce n'est pas la terreur avec ses comités et ses guillotines, c'est une pression sociale, une domination par l'opinion, une manière de faire taire sans emprisonner. Le fil de l'égalité, ici, serre doucement. Le voyage est aussi une expérience de comparaison permanente.
Tocqueville pense à la France à chaque étape. Il voit ce que la France n'a pas. Des libertés locales robustes, des habitudes d'association, une justice qui implique les citoyens, une presse éclatée. Il voit aussi ce que la France a et que l'Amérique n'a pas. Une culture administrative ancienne, une centralisation qui donne une efficacité redoutable, une capacité à mobiliser rapidement. Il comprend que la centralisation n'est pas seulement un vice, c'est une force, mais une force dangereuse parce qu'elle attire tout à elle. En Amérique, il voit une société qui se gouverne par 1000 petites mains. En France, il imagine une société qui attend la main unique. Ils ne sont pas seuls. Ils rencontrent des figures politiques, des notables, des intellectuels. Ils collectent des documents, des lois, des statistiques. Ils écrivent dans des lettres. Ils remplissent des carnets. Tocqueville a cette manière de noter qui ressemble à une enquête judiciaire. Faits, impressions, citations, contradictions. Il ne cherche pas l'anecdote pour l'anecdote. Il cherche l'indice. Un détail de procédure municipale devient une clé. Une remarque sur la religion devient un symptôme. Une scène de tribunal devient une leçon sur la souveraineté. Et il y a, dans ce voyage, une fatigue réelle. Les distances américaines ne ressemblent pas aux distances européennes. On roule des heures, des jours. On traverse des paysages immenses, des rivières, des forêts, des plaines. Le climat change. Les routes sont mauvaises. Les nuits sont courtes. Tocqueville, qui n'a pas une santé robuste, encaisse. Il observe malgré tout. Il s'obstine parce qu'il sent que ce qu'il voit ne se verra pas 2 fois. L'Amérique de 1831-1832 est un moment, une démocratie encore jeune, encore en formation, pas encore figée dans ses mythes. Une démocratie qui montre ses mécanismes à nu. Peu à peu, une idée se précise en lui, non pas comme une formule, mais comme une sensation. La démocratie n'est pas seulement un ensemble d'institutions, c'est une manière d'être, une manière de se percevoir, une manière de se comparer. Le fil de l'égalité traverse tout, les lois, les mœurs, les ambitions, les peurs. Il donne de la dignité, il donne de l'énergie, il donne de la mobilité, et il donne aussi de l'envie, du conformisme, de l'isolement. Il peut produire des citoyens actifs, il peut produire des individus repliés, qui laissent moins faire, tant qu'on les laisse tranquilles. Quand Tocqueville et Beaumont pensent au retour, ils ne reviennent pas avec une simple étude sur les prisons. Ils reviennent avec une matière immense, presque trop vaste, des notes sur les communes, sur les jurys, sur la presse, sur la religion, sur l'esclavage, sur la frontière, sur les associations, des impressions sur la force de l'opinion, sur la douceur possible de la domination, sur la fragilité de la liberté quand elle n'est pas soutenue par des habitudes. Ils reviennent avec une Amérique intérieure, une Amérique transformée en laboratoire mental. Et surtout, ils reviennent avec une inquiétude plus précise qu'au départ. En France, on se dispute sur des régimes, monarchie, république, empire, charte, suffrage. En Amérique, Tocqueville a vu autre chose, une transformation sociale qui ne demande pas la permission, une égalité qui avance comme une marée, qui change les hommes avant de changer les constitutions. Le fil de l'égalité, il l'a suivi sur des routes poussiéreuses, dans des salles de réunion, dans des prisons silencieuses, dans des plantations où la liberté a un goût de mensonge. Il l'a vu promettre, il l'a vu étrangler, et maintenant, il faut écrire, il faut transformer ce voyage en pensée, il faut faire tenir dans une langue française, chargée d'histoire et de passion, ce qu'il a vu dans une langue américaine, pratique, directe, parfois brutale. Il faut convaincre un public européen qui se croit supérieur, qui méprise souvent l'Amérique comme un pays sans profondeur. Il faut aussi se convaincre soi-même, ce qu'il a admiré, ce qu'il a redouté, ce qu'il n'arrive pas encore à nommer. Le bateau du retour ne ramène pas seulement 2 magistrats, il ramène une bombe à retardement intellectuel, enveloppée dans des carnets, des lois copiées, des conversations mémorisées, une bombe qui, une fois posée sur une table de travail,
à Paris, commencera à faire entendre son tic-tac, Paris les reprend comme une pièce trop chaude qu'on referme d'un coup. L'air est plus lourd, plus chargé de suie et de conversations politiques. Les cafés ont leurs journaux étalés comme des cartes d'état-major, les salons ont leur fidélité, leur rancune, leur prudence. On parle de 1830 comme d'une plaie encore fraîche, et déjà on pressent que la France n'a pas fini de se secouer. Tocqueville rentre avec des malles, des dossiers, des lois recopiées, des statistiques, des lettres d'introduction, et surtout cette poussière américaine dans la tête, cette sensation d'avoir touché du doigt une société qui se fabrique en marchant. Il faut s'asseoir, il faut trier, il faut écrire. Le magistrat connaît la discipline des pièces, des preuves, des contradictions, mais là ce n'est pas un procès, c'est pire, c'est une époque entière qu'il faut faire comparaître. Il s'installe, il relit ses carnets, il retrouve des noms, des chiffres, des impressions notées à la hâte dans une auberge, sur une route, dans un tribunal de comté. Il y a des pages où l'encre a bavé, des phrases coupées par la fatigue, des listes de questions posées à un shérif, à un pasteur, à un juge. Et au milieu de ces fragments, une ligne revient, obstinée, comme un fil qu'on tire et qui ne casse pas. L'égalité des conditions. Pas l'égalité proclamée dans un texte, l'égalité vécue comme climat social, comme pression, comme promesse. Au départ, il y a pourtant un livre, attendu, presque technique, le rapport sur les prisons. La mission officielle ne peut pas finir en méditation philosophique, du moins, pas tout de suite. Tocqueville et Beaumont publient. D'abord, en 1833, leur étude sur le système pénitentiaire américain, du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France. C'est sérieux, documenté, utile. On y compare Philadelphie et Auburn, on discute d'isolement, de travail, de discipline, de moralisation. On y sent déjà une inquiétude. La réforme peut devenir une machine, la vertu peut devenir une procédure. Mais ce livre-là, malgré son importance, n'est qu'un seuil. Le vrai manuscrit, celui qui brûle, celui qui déborde, commence à prendre forme à côté, dans l'ombre de la table de travail. Écrire sur l'Amérique, en France, ce n'est pas seulement décrire un pays, c'est toucher à une querelle nationale. L'Amérique sert de miroir, et un miroir, en politique, est toujours une arme. Les libéraux y cherchent des arguments contre l'absolutisme et la centralisation. Les conservateurs y voient un avertissement. La démocratie, c'est le désordre, la vulgarité, la tyrannie de la foule. Les nostalgiques de l'ancien régime y lisent une barbarie sans racines. Les républicains y rêvent d'un avenir, et Tocqueville, lui, refuse de se laisser enrôler. Il veut comprendre, pas prêcher. Il veut tenir ensemble ce que les partis séparent, l'admiration et la crainte. Il écrit avec une tension intérieure qui ne le quitte pas. Aristocrate par naissance, il a dans la mémoire familiale la Révolution comme un fracas, une rupture, une menace. Sa famille a payé. La noblesse, en France, n'est pas une abstraction. C'est une histoire de biens confisqués, de noms surveillés, de vies suspendues, à des décisions prises au nom du peuple. Et pourtant, Tocqueville n'est pas un réactionnaire. Il ne croit pas au retour. Il ne croit pas à la restauration d'un monde hiérarchique comme on remonte une horloge. Il voit l'égalité avancer et il la considère comme un fait massif, presque géologique. On ne discute pas une marée, on apprend à naviguer. Alors il cherche la forme juste, une forme qui ne soit ni pamphlet, ni traité sec. Il veut une prose capable de porter des institutions et des mœurs, des lois et des habitudes, des statistiques et des sensations. Il veut que le lecteur sente, presque physiquement, ce qu'il a senti. La commune en bois, le jury comme école, la presse comme brouhaha, la religion comme discipline sociale, l'opinion comme atmosphère. Il veut aussi que le lecteur français comprenne que la démocratie n'est pas seulement un régime qu'on adopte ou qu'on rejette. C'est une transformation de l'âme collective.
Le premier tome de la démocratie en Amérique paraît en 1835, et le choc est immédiat. Le livre circule, se commente, se discute. Il obtient un succès rare pour un ouvrage de pensée politique. Il touche les juristes, les hommes d'État, les journalistes, les lecteurs, cultivés qui cherchent à comprendre où va le siècle. Tocqueville reçoit des échos de partout. On le félicite, on le contredit, on le cite, on le soupçonne aussi, parce qu'il a cette manière de dire « Oui, la démocratie c'est puissante, oui, elle est l'avenir, mais non, elle n'est pas automatiquement la liberté. » Et cette nuance-là, en France, est explosive. On préfère les certitudes. Le tome 1 est d'abord un livre d'architecture politique. Tocqueville y décrit les institutions américaines avec l'œil du magistrat. Fédéralisme, séparation des pouvoirs, rôle des tribunaux, et y place du juge, importance du jury, autonomie des communes, vitalité des États. Il insiste sur ce qui, pour un Français, est presque inconcevable. La liberté locale comme habitude, comme réflexe. En France, la commune est souvent une dépendance administrative, un rouage. En Amérique, elle est une cellule vivante, un lieu où l'on apprend à gouverner en gouvernant. Ce n'est pas romantique, c'est pratique. On discute de routes, d'écoles, d'impôts, et c'est précisément là que se forme la capacité de résister à la centralisation. Il y a, dans ces pages, une fascination pour les contre-pouvoirs. Tocqueville ne croit pas à la vertu spontanée des gouvernants, il ne croit pas non plus à la sagesse automatique du peuple, il croit aux mécanismes qui obligent chacun à se limiter, il admire la justice américaine, parce qu'elle peut, dans certains cas, opposer une barrière aux législateurs, il observe le rôle de la Cour suprême, la force du droit, la manière dont la Constitution devient un texte vivant, invoqué, interprété, disputé. Il voit là une différence capitale avec la France, où la loi, souvent, descend comme un ordre, et où l'administration, immense, exécute, mais déjà, dans ce premier tome, une inquiétude affleure, comme une ombre au bord du tableau. La souveraineté du peuple, en Amérique, est réelle, elle s'exprime partout, elle élit, elle décide, elle juge. Et Tocqueville, qui a vu en France ce que peut devenir une souveraineté sans frein, cherche le point de bascule. Il le trouve dans la majorité. La majorité en démocratie n'est pas seulement un nombre, c'est une force morale, une force qui peut se croire infaillible parce qu'elle est la majorité. Tocqueville décrit ce phénomène avec une précision presque clinique. La majorité ne se contente pas de gouverner, elle veut régner sur les esprits. Elle peut imposer des opinions, des goûts, des manières de parler, elle peut faire de la dissidence une étrangeté, et l'arme principale n'est pas la prison, c'est l'isolement. On ne vous interdit pas de parler, on vous laisse parler dans le vide, on vous retire l'estime, les relations, la carrière, on vous rend invisible. Dans une société où chacun ressemble à chacun, être différent devient une faute sociale, cette idée, en 1835, frappe les lecteurs, parce qu'elle renverse une croyance confortable. La démocratie serait le contraire de la tyrannie. Tocqueville dit « Attention, la tyrannie peut changer de visage, elle peut devenir collective, elle peut devenir douce, elle peut se passer de bourreau, elle peut fonctionner par consentement, par conformisme, par peur de déplaire. Le fil de l'égalité, qui promet l'émancipation, peut aussi serrer la liberté comme une corde de velours. Le succès du livre ne le calme pas, il l'oblige. Un succès, en France, est une invitation à devenir un drapeau. Tocqueville refuse. Il continue à travailler, à approfondir, à déplacer son regard, parce qu'il sent que l'essentiel n'est pas encore dit. Les institutions expliquent beaucoup, mais pas tout. Deux pays peuvent qu'en copier une constitution et produire des résultats opposés. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas seulement dans les textes, elle est dans les mœurs. Le mot « mœurs » chez Tocqueville est un mot large, presque englobant. Il ne désigne pas seulement la morale sexuelle ou les habitudes domestiques, il désigne l'ensemble des dispositions,
la manière de penser, de sentir, de se lier aux autres, de croire, de travailler, de s'associer, de se méfier, d'espérer. Les mœurs, c'est la démocratie dans la chair. Et c'est là que Tocqueville va porter le scalpel. Entre 1835 et 1840, il écrit le second tome. 5 années. 5 années où la France continue de bouger, où la monarchie de Juillet s'installe, où les tensions sociales montent, où l'idée de suffrage plus large circule, où l'industrialisation commence à transformer les villes, où la question ouvrière devient plus visible. Tocqueville n'écrit pas dans un laboratoire isolé, il écrit dans un pays qui se cherche, qui se méfie de lui-même, qui oscille entre l'ordre et la peur du retour de la rue. Et lui, il a dans la tête l'Amérique comme un avertissement et comme une leçon. Le tome 2 paraît en 1840, et c'est un autre livre, moins descriptif, plus intérieur, moins institutionnel, plus psychologique. Tocqueville y parle de l'individualisme, de la passion du bien-être, de la tendance à l'isolement, de la manière dont l'égalité transforme les relations humaines. Il y a là une audace, faire de la démocratie non pas seulement un système politique, mais une condition sociale qui produit des types d'hommes. Il distingue, avec une finesse qui surprend encore, l'égoïsme et l'individualisme. L'égoïsme est une passion ancienne, brutale. Je prends pour moi, je méprise les autres. L'individualisme, lui, est plus moderne, plus froid, plus respectable en apparence. C'est le repli. C'est l'idée que chacun peut se suffire, que la sphère privée est un refuge, que la vie publique est sale, fatigante, inutile. On se retire dans la famille, dans le cercle proche, dans les affaires. On laisse la chose commune à d'autres, et pendant que chacun se retire, un pouvoir peut grandir, tranquillement, parce qu'il n'a plus en face de lui des citoyens, mais des individus dispersés. C'est là que Tocqueville formule l'une de ses images les plus célèbres et les plus inquiétantes. Le despotisme doux. Il ne s'agit pas d'un tyran sanguinaire, il s'agit d'un État tutélaire, immense, bienveillant en apparence, qui prend en charge, qui administre, qui prévoit, qui protège, qui simplifie, un État qui ne brise pas les volontés, mais qui les amollit, qui ne vous interdit pas d'agir, mais qui vous décourage d'agir par vous-même, qui vous laisse vos plaisirs, vos petites jouissances, vos affaires privées, à condition que vous renonciez à la grandeur de la liberté. Une société d'hommes semblables, occupés à chercher un bonheur modeste, pendant qu'au-dessus d'eux, une puissance douce et régulière tient les fils. Ce n'est pas une prophétie abstraite. Tocqueville pense à la France. Il pense à cette centralisation administrative qui, depuis l'Ancien Régime et plus encore depuis Napoléon, a pris l'habitude de tout organiser. Il pense à la tentation française de demander à l'État ce que l'on pourrait faire ensemble. Il pense à la fatigue politique, à ce désir d'ordre qui revient après chaque crise. Il pense aussi à l'égalité qui avance, plus de droits, plus de mobilité, plus de similitude des conditions. Et il se demande ce qui, dans ce mouvement, peut sauver la liberté. Sa réponse n'est pas un slogan, elle est exigeante. La liberté, dans l'âge démocratique, ne tient pas seulement à des constitutions, elle tient à des habitudes de résistance, à des associations, à des corps intermédiaires, à une justice indépendante, à une presse multiple, à une vie locale active, à une religion qui, sans gouverner, forme des limites intérieures, à une éducation civique qui apprend à délibérer, à écouter, à perdre, à recommencer, tout ce qui empêche l'individu de se dissoudre, tout ce qui empêche l'État de devenir le seul acteur, et Tocqueville, en bon aristocrate devenu analyste de la démocratie, ne se fait pas d'illusions sur la facilité de ces remèdes. Les associations, par exemple, ne naissent même pas par décret. Elles naissent d'une culture. En Amérique, il a vu des citoyens s'associer comme on respire. En France, il sait que l'État a longtemps regardé les associations avec suspicion, comme des foyers de complot. Les corporations ont été abolies, les corps intermédiaires détruits ou domestiqués, et l'administration,
a pris la place, comment recréer une société capable de s'organiser sans attendre l'ordre venu d'en haut? La question est là, dans la gorge du siècle. Le tome 2 est aussi un livre sur la pensée démocratique elle-même. Tocqueville observe que l'égalité pousse les esprits vers certaines idées. Le goût des explications simples, la méfiance envers les autorités traditionnelles, la tendance à croire que tout est perfectible, que tout peut être refait. Il note aussi une autre tendance, l'amour de l'opinion générale. Dans une société d'égaux, on ne se soumet plus à un seigneur, à un prêtre, à un ancêtre. On se soumet à la majorité, on cherche dans le regard des autres une validation permanente, et cela peut produire une forme de servitude mentale, plus difficile à combattre parce qu'elle se confond avec le désir d'appartenir. Il parle de la littérature, de la philosophie, de la manière dont les démocraties aiment les idées générales, les grandes catégories, les mots qui englobent. Il parle de la langue, de son nivellement possible. Il parle de l'art, de la préférence pour l'utile, pour le rapide, pour le consommable. Il n'est pas snob. Il n'écrit pas une plainte aristocratique sur la vulgarité moderne. Il décrit un mécanisme. Quand les conditions s'égalent, les goûts d'art se rapprochent, les ambitions se ressemblent, et la société peut perdre le sens des singularités. Le fil de l'égalité passe aussi par les bibliothèques, par les théâtres, par les journaux, par les conversations. Et au milieu de cette analyse, Tocqueville garde une lucidité cruelle sur l'Amérique elle-même. Il ne l'idéalise pas. Il n'oublie pas l'esclavage, cette tâche qui contredit tout. Il n'oublie pas le sort des Amérindiens, cette disparition organisée. Il n'oublie pas la violence de la frontière, la brutalité des passions politiques, la médiocrité parfois de la presse. Il n'oublie pas que la démocratie américaine, si elle produit de l'énergie civique, produit aussi des conformismes. Il n'oublie pas que l'égalité peut nourrir l'envie, cette passion triste qui ne veut pas seulement monter, mais voir l'autre descendre. Ce qui rend Tocqueville si difficile à classer, c'est qu'il refuse les consolations. Il ne dit pas « la démocratie est bonne, donc tout ira bien ». Il ne dit pas « la démocratie est dis mauvaise, donc il faut revenir en arrière ». Il dit « la démocratie est là, elle avance, elle transforme tout, et elle peut produire le meilleur comme le pire, selon les mœurs et les institutions qui l'accompagnent. » C'est une pensée de l'irréversible et du fragile. À la fois, la réception du second tome est plus complexe que celle du premier. Le premier donnait des descriptions, des mécanismes visibles, des institutions qu'on peut comparer. Le second touche à l'âme, et l'âme se défend. Certains lecteurs y voient une inquiétude excessive, une mélancolie aristocratique. D'autres y reconnaissent une profondeur nouvelle. La politique comme psychologie collective. Tocqueville, lui, continue d'avancer, mais on sent qu'il porte un poids parce qu'il a mis des mots sur une tentation moderne, échanger la liberté contre le confort, la participation contre la tranquillité, la grandeur contre la sécurité. Il y a aussi, dans ces années, une transformation personnelle. Tocqueville n'est plus seulement l'observateur revenu d'Amérique. Il devient une figure publique, un auteur qu'on consulte, un homme dont les phrases circulent, et cette visibilité le rapproche de la politique, qu'il ne peut pas regarder de loin, indéfiniment. Il a déjà été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Il fréquente les milieux où l'on décide. Il discute avec des hommes d'État. Il observe la monarchie de Juillet avec une attention de plus en plus inquiète. Il voit un régime qui se veut libéral, mais qui se méfie du peuple, qui gouverne par une élite censitaire, qui laisse monter les frustrations. Il voit aussi la force de l'administration, cette machine française qui survit à tous les régimes, qui change de maître mais pas de logique. Et pendant qu'il écrit sur l'Amérique, il écrit en réalité sur la France, sur son avenir probable, sur ses dangers familiers, sur cette centralisation qui, même quand elle se dit libérale, garde le réflexe de tout tenir, sur cette passion française pour l'unité, pour la loi uniforme, pour la décision venue d'en haut,
sur cette difficulté à faire vivre des libertés locales sans les soupçonner de séparatisme, sur cette tentation de confondre égalité et uniformité. Le fil de l'égalité, chez Tocqueville, n'est jamais un ruban décoratif. C'est une ligne tendue qui traverse les siècles. Il la voit dans l'ancien régime finissant, quand la noblesse perd ses fonctions et garde ses privilèges, quand la monarchie centralise, au nom de l'ordre, quand les corps intermédiaires s'affaiblissent. Il la voit dans la Révolution, quand l'égalité devient un cri, puis une machine. Il la voit dans l'Empire, quand l'administration napoléonienne donne à la France une efficacité nouvelle, au prix d'une discipline. Il la voit dans la monarchie de Juillet, quand la bourgeoisie gouverne et que le peuple regarde, et il la voit dans l'Amérique, où l'égalité est un fait social, mais où la liberté se maintient parce qu'elle a des appuis concrets. Ce qui le hante au fond, c'est la combinaison possible de deux choses, l'égalité des conditions et la centralisation. L'égalité, seule, peut produire de l'énergie, de la mobilité, une dignité nouvelle. La centralisation, seule, peut produire de l'ordre, de la rapidité, une puissance administrative, mais ensemble, elles peuvent produire une société d'individus semblables, isolés, administrés, protégés, et finalement gouvernés sans résistance. Une démocratie sans citoyens, une démocratie de spectateurs. Il écrit cela sans grandiloquence, mais avec une précision qui fait mal. Il décrit un pouvoir qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort, qui travaille volontiers à leur bonheur, mais qui veut être l'unique agent et le seul arbitre. Il imagine des hommes qui ne sortent jamais de la dépendance, non pas parce qu'on les y force, mais parce qu'ils s'y habituent, et cette habitude, c'est la vraie victoire du despotisme doux. Faire aimer la servitude parce qu'elle est confortable. Dans le même mouvement, Tocqueville ne cesse de chercher des antidotes. Il revient aux associations, encore et encore. Il revient à la commune. Il revient au jury. Il revient à la presse. Il revient à la religion comme force morale indépendante. Il revient à l'idée que la liberté, en démocratie, doit être une pratique quotidienne, pas un monument. Il faut des lieux où l'on apprend à parler, à contredire, à organiser, à perdre du temps ensemble. Parce que la liberté coûte du temps, elle coûte de l'énergie, elle coûte des conflits. Et la démocratie, si elle n'était pas soutenue par ces pratiques, glisse naturellement vers la facilité. Laissez faire l'État, on comprend alors pourquoi Tocqueville écrit comme il écrit. Cette alternance de phrases longues qui déroulent de des mécanismes et de phrases courtes qui tombent comme des verdicts, il écrit comme un homme qui sait que les nuances sont vitales, mais que les avertissements doivent être nets. Il écrit avec une élégance classique, mais il parle d'un monde nouveau. Il est à la fois héritier et éclaireur, aristocrate et démocrate par nécessité historique, libéral par conviction, inquiet par mémoire. Et pendant qu'il publie, qu'il débat, qu'il devient une autorité intellectuelle, le temps accélère. Les années 1840 ne sont pas calmes. La question sociale s'épaissit, les crises économiques frappent, les oppositions se durcissent, les banquets politiques, les restrictions, les colères, tout cela prépare une nouvelle secousse. Tocqueville, qui a écrit sur les dangers de la majorité et sur la tentation de la centralisation, regarde la France et voit les ingrédients se mélanger. Il a décrit une dynamique. Il va bientôt la voir à l'œuvre, non plus dans les livres, mais dans la rue, dans l'assemblée, dans les couloirs du pouvoir. Pour l'instant pourtant, il est encore dans l'atelier de l'écriture. Il a transformé un voyage en théorie, il a fait d'une enquête sur les prisons une anatomie de la modernité, il a pris l'Amérique, jeune et brutale, et il en a tiré une leçon universelle. La démocratie n'est pas un événement, c'est un état du monde. Et ce fil de l'égalité, qu'il a suivi sur des routes poussiéreuses et dans des salles de réunion en bois, il l'a maintenant tendu, sur la page, en plein cœur de la langue française, là où chaque mot politique, depuis 1789,
peut encore faire sauter une pièce entière. Février 1848 arrive comme un courant d'air qui renverse les chandelles. Paris n'a pas besoin d'être prévenu longtemps. Quelques jours de réunions interdites, de banquets politiques empêchés, de journaux qui chauffent les esprits. Et la ville se met à marcher, les pavés, ces vieux témoins, ressortent des rues. Les arbres des boulevards deviennent des pieux. Les ateliers ferment, les boutiques baissent leurs rideaux, les gardes nationaux hésitent, les soldats attendent de l'ordre qui tarde. On tire, on tombe, on dresse des barricades avec des charrettes, des meubles, des portes arrachées. La monarchie de Juillet, ce régime de notables et de prudence, s'effondre en 48 heures, comme si elle n'avait tenu que par l'habitude. Tocqueville n'est pas un homme de barricade. Il n'a ni le goût du tumulte, ni l'illusion romantique de la rue souveraine. Il a le regard du magistrat et l'oreille du moraliste. Il écoute ce que la foule dit, sans le savoir. Il voit surtout ce que la foule permet, car dans ces moments-là, l'égalité n'est plus un fil discret qui traverse les institutions. C'est une corde tendue au-dessus du vide, et tout le monde s'y accroche, chacun à sa manière. Les uns y voient la justice enfin, les autres y voient la fin du monde. Et au milieu, ceux qui veulent de sauver la liberté comprennent qu'elle peut être écrasée, aussi bien par la peur de l'anarchie que par l'ivresse de la puissance populaire. Il entre dans l'Assemblée constituante, député de la Manche, élu en avril 1848. Un aristocrate? Oui, mais un aristocrate qui a appris à se méfier des nostalgies et qui sait que la démocratie n'est pas une option. C'est l'air du temps. L'Assemblée siège dans une atmosphère de poussière et de sueur, de papier et de voix, on y parle sans cesse. On y écrit des articles de constitution comme on pose des pierres sur un sol qui tremble. Les couloirs sentent l'encre fraîche, le tabac, la fatigue. Les tribunes sont pleines. La presse guette chaque phrase, et dehors, Paris reste armé de sa propre mémoire. Il a renversé un roi, il peut renverser une assemblée. Tocqueville, dans ces semaines, retrouve une scène qu'il avait décrite de loin. La souveraineté du peuple en action, mais ce qu'il avait analysé comme mécanisme devient une pression physique. La majorité n'est plus seulement une idée, c'est un bruit, un souffle, une menace diffuse. On vote sous le regard de la rue. On délibère avec l'écho des fusillades encore proches. On sent que le pouvoir, même légal, est fragile, parce qu'il dépend d'une confiance qui peut se retourner en colère. Il n'est pas un orateur flamboyant, il n'a pas la voix des tribuns. Il parle avec une précision qui peut paraître froide, mais qui, dans une assemblée où l'emportement est une monnaie courante, a une vertu rare. Elle oblige à penser. Il se place du côté de ceux qui veulent une république de liberté, pas une république d'embrasement. Il redoute la confusion entre égalité et nivellement, entre justice sociale et pouvoir illimité. Il a lu l'histoire de son pays dans les archives familiales, dans les récits de la terreur, dans les ruines de l'ancien régime. Il sait ce que peut produire une politique qui se croit pure. Juin 1848, les journées de juin. Là, le fil de l'égalité se tend jusqu'à la rupture. Les ateliers nationaux, créés dans l'urgence pour donner du travail, deviennent un symbole, puis un piège. Quand on les ferme, quand on renvoie des milliers d'hommes à l'incertitude, Paris explose. Ce n'est plus la révolution des journaux et des banquets. C'est une guerre civile urbaine. Des quartiers entiers se hérissent de barricades. On se bat rue par rue. On tire depuis les fenêtres. On charge à la baïonnette, les canons entrent dans la ville, les morts s'empilent dans les cours, dans les escaliers, dans les rues étroites, où l'air ne circule plus. Tocqueville est là, il voit, il comprend, avec une netteté douloureuse, que la démocratie moderne porte en elle une question sociale que les institutions seules ne résolvent pas. Il avait écrit sur l'individualisme, sur le repli, sur la passion du bien-être. Il voit maintenant l'autre face, la masse qui ne se replie pas parce qu'elle n'a pas de refuge, la masse qui réclame, qui menace, qui se sent trahie, et il voit aussi la réaction, l'ordre qui se raidit,
l'État qui se durcit, la peur qui appelle la centralisation comme on appelle une digue. Après juin, la République change de ton. Elle devient méfiante, elle devient policière, elle devient administrative. Les mêmes mécanismes qu'il avait décrits comme possibles se mettent en place sous ses yeux. L'opinion qui se crispe, la majorité qui veut être rassurée, le pouvoir qui promet la sécurité. La liberté, dans ces moments, n'est pas attaquée frontalement. Elle est très faite grignoter au nom de l'urgence. On accepte des mesures exceptionnelles parce qu'on a vu le sang. On accepte des restrictions parce qu'on a eu peur. Et pourtant, Tocqueville ne se retire pas. Il ne se contente pas de dire « je l'avais prévu ». Il se bat dans le détail, dans les commissions, dans les débats constitutionnels. Il défend l'idée que la République doit se donner des freins, des contrepoids, des garanties. Il sait que la France a une pente naturelle. Confier à l'État ce qu'elle n'arrive pas à faire par elle-même. Il sait aussi que cette pente était renforcée par l'égalité. Des individus semblables, isolés, cherchent un arbitre commun. Et l'arbitre, en France, a un nom ancien. L'administration. La Constitution de 1848 naît dans cette tension. On invente un président élu au suffrage universel masculin, doté d'une légitimité directe. On veut un exécutif fort pour éviter l'instabilité. On veut aussi éviter le retour d'un roi. On croit avoir trouvé un équilibre. Tocqueville, lui, voit le danger. Deux légitimités face à face, l'Assemblée et le président, chacune pouvant prétendre incarner le peuple, dans un pays où la centralisation est une habitude, où l'armée est une institution solide, où l'administration obéit. Un exécutif élu peut devenir une tentation permanente. Décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. Le nom Bonaparte, en France, n'est pas un simple patronyme, c'est une mémoire, c'est un raccourci, c'est la promesse d'ordre et de grandeur pour ceux qui ont peur, et la promesse de trahison pour ceux qui se souviennent de l'Empire, comme d'une confiscation. Tocqueville observe ce choix avec une inquiétude qui n'a rien de théâtral. Il connaît la psychologie démocratique. Le peuple peut préférer un homme à une idée, un symbole à un programme, une figure rassurante à une liberté exigeante. Le fil de l'égalité, ici, ne mène pas forcément à la participation. Il peut mener au plébiscite. En 1849, Tocqueville devient ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Odilon Barrot. Quelques mois seulement. Mais quels mois? Le penseur soudain se retrouve dans les bureaux où l'on signe, où l'on télégraphie, où l'on reçoit des dépêches scellées, où l'on parle bas parce que les murs ont des oreilles. Le quai d'Orsay, c'est un autre monde. Des cartes, des dossiers, des noms de villes lointaines, des alliances fragiles, des crises qui naissent d'une phrase mal interprétée. La politique étrangère n'a pas la pureté des principes. Elle a la viscosité des intérêts. Il y a, dans cette expérience, une ironie presque cruelle. Tocqueville, qui a tant écrit sur les contre-pouvoirs, se retrouve à exercer un pouvoir. Tocqueville, qui a tant insisté sur les mœurs, se retrouve face aux habitudes d'un État, et l'État français, même républicain, même provisoire, même inquiet, reste l'État français, centralisé, hiérarchisé, sûr de sa compétence, persuadé que l'ordre vient d'en haut. Le dossier le plus brûlant, c'est Rome. 1848 à 1849. L'Europe est en feu. Les révolutions ont secoué Vienne, Berlin, Milan. En Italie, la République romaine était proclamée. Le pape Pie IX a fui. La France, républicaine, se retrouve face à un dilemme. Soutenir une république sœur ou restaurer le pape pour ménager les catholiques français et préserver une influence. La décision est prise d'envoyer un corps expéditionnaire. On parle de protéger, de pacifier, de garantir. Les mots sont propres. Les canons, eux, ne le sont jamais. Tocqueville, ministre, navigue dans cette contradiction. Il n'est pas l'homme qui a décidé seul, mais il était l'homme qui doit porter la décision, la justifier, la gérer.
Il sait que la France joue une partie intérieure autant qu'extérieure. La République française, pour survivre, cherche des appuis dans l'opinion, et l'opinion est traversée par la religion, par la peur du socialisme, par le désir d'ordre. Restaurer le pape, c'est rassurer, c'est aussi trahir, aux yeux de certains, l'esprit de 1848, le fil de l'égalité, encore une fois, se transforme. Il relie des aspirations contradictoires, et il étrangle ceux qui veulent rester cohérents. Au Quai d'Orsay, Tocqueville découvre aussi la mécanique des régimes. Les ministres passent, les bureaux restent, les notes s'empilent, les décisions se prennent dans l'urgence, puis se justifient après coup. Il y a une fatigue particulière à gouverner, celle de devoir choisir entre des mots, et cette fatigue nourrit précisément ce qu'il redoute, le désir d'un pouvoir simple, d'une main ferme, d'une solution qui évite les débats. Son ministère ne dure pas. L'équilibre politique se défait, Louis-Napoléon président cherche à s'émanciper, l'Assemblée résiste, les partis se déchirent, Tocqueville retourne à son siège de député, mais l'air a changé. On sent la montée d'une logique plébiscitaire, on sent l'exécutif qui s'impatiente, on sent l'armée qui écoute, on sent l'administration qui se prépare à obéir à celui qui gagnera, et Tocqueville, qui a écrit sur la tyrannie de la majorité, voit une autre tyrannie possible, celle d'un homme appuyé sur la majorité, et ou sur l'idée qu'il la représente mieux que les représentants. La démocratie, dans ce cas, ne disparaît pas. Elle se transforme en décor. On garde le suffrage, on garde les mots, on garde les cérémonies, on vide les contre-pouvoirs, on centralise, on simplifie, on gouverne par décret. On consulte le peuple comme on consulte un oracle, puis on interprète sa réponse à sa convenance. 2 décembre 1851. Le coup d'État. La date n'est pas choisie au hasard. Elle résonne avec le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon, et le 2 décembre 1805, Austerlitz. Louis-Napoléon Bonaparte sait ce que valent les symboles. Il dissout l'Assemblée, rétablit le suffrage universel qu'on avait restreint, proclame l'ordre, fait arrêter des opposants, Paris se réveille avec des affiches, des soldats, des rues surveillées. Les députés cherchent à résister, à se réunir, à proclamer l'illégalité. Mais l'État, cette machine, a choisi son camp. L'administration exécute, l'armée tient, la presse est muselée, les républicains sont traqués. Tocqueville est arrêté. Brièvement, comme d'autres, il connaît alors, dans sa chair, ce qu'il avait décrit en théorie, la fragilité des libertés quand les institutions ne sont pas soutenues par des mœurs de résistance et quand la centralisation offre au pouvoir un levier immense. Il n'est pas déporté comme certains, il n'est pas condamné lourdement, mais il est écarté. La vie politique, pour lui, se ferme, non par un débat perdu, par une porte qu'on claque. Le Second Empire s'installe, et Tocqueville, qui avait voulu agir, se retrouve renvoyé à ce qu'il sait faire le mieux. Penser, écrire, fouiller les causes profondes. Il se retire à Tocqueville, en Normandie, dans ce château qui porte son nom comme une responsabilité. La campagne n'est pas un refuge idyllique, c'est un lieu de travail, un lieu où l'on entend le vent dans les arbres, où l'on voit la pluie s'étirer sur les champs, où l'on sent l'humidité dans les pierres, un lieu où l'on peut, enfin, reprendre le fil. Sa santé, déjà fragile, se dégrade dans les années 1850. La tuberculose le ronge. La fatigue devient une compagne. Les voyages le coûtent. Les hivers sont durs. La respiration se fait courte. Et pourtant, il s'obstine, parce qu'il a compris quelque chose que l'expérience du pouvoir a rendu encore plus clair. La France ne se comprend pas seulement par ses révolutions, elle se comprend par ses continuités, par ce qui survit à chaque rupture, par cette centralisation administrative qui traverse monarchie, république, empire. Comme un fleuve souterrain, il se tourne alors vers l'histoire, non pas comme un antiquaire, mais comme un anatomiste. Il veut retrouver l'origine de cette puissance de l'État,
Il veut comprendre pourquoi la Révolution, qui promettait la liberté, a souvent renforcé l'administration. Il veut comprendre comment l'égalité, en France, a pu s'allier si facilement à la centralisation. Il veut comprendre pourquoi les Français, si prompts à renverser un régime, sont si enclins à reconstruire aussitôt une machine qui ressemble à celle qu'ils ont détruite. Il travaille dans les archives, il lit des correspondances d'intendants, des cahiers, des rapports, des plaintes. Il suit la trace des décisions, des procédures, des habitudes. Il découvre une France d'ancien régime, moins féodale qu'on ne l'imagine, déjà administrée, déjà centralisée, déjà habituée à demander au pouvoir central de trancher. Il voit une noblesse qui a perdu ses fonctions locales, qui s'est éloignée des responsabilités concrètes, laissant le terrain à des agents du roi. Il voit des communautés qui se plaignent à Paris parce qu'elles n'ont plus de médiation solide. Il voit une monarchie qui, en voulant affaiblir les pouvoirs intermédiaires, a préparé le terrain à une révolution qui, en les détruisant, a laissé l'individu face à l'État. Le fil de l'égalité, ici, remonte le temps. Il passe par les bureaux des intendants, par les règlements, par les uniformisations. Il passe par cette idée française que l'unité est une vertu politique suprême. Il passe par la méfiance envers les particularismes, envers les libertés locales, envers les associations. Tocqueville comprend que la Révolution n'a pas inventé la centralisation. Elle l'a accélérée, elle l'a légitimée, elle l'a rendue populaire en la présentant comme l'instrument de l'égalité. En 1856, il publie L'Ancien Régime et la Révolution. Le livre est un choc, encore une fois, mais d'une autre nature. Ce n'est plus l'Amérique comme miroir, c'est la France qui se regarde sans phare. Tocqueville y détruit une idée confortable, celle d'une rupture totale entre l'Ancien Régime et la France moderne. Il montre des continuités administratives, des habitudes de dépendance, des réflexes centralisateurs. Il montre que la Révolution, en abolissant les privilèges, a accompli une œuvre d'égalité immense, mais qu'en détruisant les corps intermédiaires, elle a aussi laissé un vide que l'État a rempli. Il écrit avec une précision qui sent l'archive, mais aussi avec une colère contenue, parce qu'il voit, dans cet état d'histoire, la répétition d'un drame. La France veut la liberté, mais elle veut aussi l'égalité. Et elle veut l'ordre, et elle finit souvent par demander à l'État de concilier l'inconciliable. L'État accepte, il promet, il administre, il protège, il simplifie, et peu à peu, la liberté devient une idée noble mais lointaine, tandis que l'administration devient la réalité quotidienne. Ce livre n'est pas une simple relecture du passé, c'est une réponse à 1851. C'est une manière de dire, le coup d'État n'est pas un accident isolé, un caprice d'un Bonaparte. Il est rendu possible par une structure, par une culture politique, par une longue habitude de centralisation. Quand les crises arrivent, la France cherche un centre. Quand la peur monte, elle accepte qu'on resserre les liens. Le fil de l'égalité, encore, se transforme en corde. Il attache les individus à un pouvoir tutélaire, parce que chacun, isolé, préfère être protégé que libre. Tocqueville n'est pas naïf. Il sait que l'égalité a apporté des choses irréversibles. La fin des privilèges héréditaires, la dignité civile, la mobilité, l'accès à des carrières. Il ne regrette pas l'ancien régime, il le dissèque. Il montre ses injustices, ses rigidités, ses humiliations, mais il refuse l'illusion selon laquelle l'égalité suffit à produire la liberté. Il refuse aussi l'illusion inverse, celle selon laquelle la liberté serait un luxe aristocratique. Pour lui, la liberté est une discipline collective, une pratique, une architecture de mœurs et d'institutions, et cette discipline, la France l'a souvent sacrifiée à l'idée d'unité. Dans les années qui suivent, il projette une suite, il veut continuer l'analyse, aller plus loin dans l'histoire de la Révolution elle-même. Il accumule des notes, il écrit, il rature, il recommence. Mais la maladie avance, les forces diminuent.
Les journées de travail se raccourcissent. Il doit ménager sa respiration, son sommeil, ses nerfs. Il voyage parfois pour chercher un climat plus doux, pour consulter, pour se soigner, mais le temps, ce facteur qu'il avait senti accélérer dans la politique, devient maintenant une contrainte intime. Le corps impose sa loi, et pourtant, même affaibli, il reste lucide sur son époque. Le Second Empire, avec ses plébiscites, ses succès économiques, ses grands travaux, ses promesses de prospérité, ressemble par certains côtés à ce qu'il avait décrit comme despotisme doux. Un pouvoir qui ne se contente pas de réprimer, mais qui organise, qui modernise, qui offre des compensations. On laisse aux gens leurs affaires, leurs plaisirs, leur confort croissant, à condition qu'ils renoncent à la politique comme exercice quotidien. On leur donne des spectacles, des routes, des chemins de fer, des expositions. On leur retire la capacité de contrôler réellement le pouvoir, on leur laisse l'ombre de la souveraineté, on garde la substance. Tocqueville voit aussi que la démocratie ne disparaît pas sous l'Empire, elle change de forme. Le suffrage universel masculin existe, il est encadré, orienté, utilisé. La majorité est invoquée comme une légitimation permanente, et c'est là une des ironies les plus sombres de la modernité. La démocratie peut servir à justifier l'affaiblissement de la liberté si les citoyens ne sont plus des acteurs, mais des votants intermittents, consultés pour ratifier plutôt que pour délibérer. Dans ses lettres, dans ses conversations, il garde cette inquiétude sans hystérie. Il n'est pas un conspirateur, il n'est pas un exilé. Il est un homme qui a essayé le pouvoir, qui en a vu les contraintes, et qui a choisi de revenir à la seule arme qui lui reste, la compréhension. Comprendre pour avertir, comprendre pour armer les esprits, comprendre pour que le fil de l'égalité ne devienne pas une corde autour du cou de la liberté. Il meurt le 16 avril 1859, à Cannes, loin de la Normandie, cherchant un air plus clément. Il laisse une œuvre qui ressemble à une carte des dangers. Une carte sans trésor facile, une carte où les routes sont belles et inquiétantes à la fois, de la démocratie en Amérique, avait montré comment une société d'égaux pouvait produire de l'énergie civique, des associations, des contre-pouvoirs, une liberté locale vivante. L'Ancien Régime et la Révolution montrent comment, en France, l'égalité a pu s'allier à la centralisation, comment la passion de l'unité a pu préparer des servitudes modernes, et ce qui reste, au bout du compte, ce n'est pas une doctrine à réciter, c'est une sensation presque physique, celle d'un fil tendu à travers les paysages et les siècles. On le voit passer dans une salle de jury américaine, où des citoyens ordinaires apprennent à juger. On le voit passer dans un bureau d'intendant du XVIIIe siècle, où l'on uniformise au nom de l'ordre. On le voit passer dans une assemblée en 1848, où l'on écrit une constitution sous la menace de la Russace. On le voit passer dans un ministère en 1849, où l'on décide de Rome en pensant à Paris. On le voit passer, enfin, dans un coup d'État, où l'on invoque le peuple pour dissoudre ses représentants. Le fil de l'égalité ne casse pas, il traverse, il relie, il serre parfois, et Tocqueville, aristocrate inquiet devenu analyste de la démocratie, aura passé sa vie à suivre ce fil sans le lâcher, à montrer qu'il peut conduire à la liberté si l'on accepte l'effort des mœurs, des associations, des résistances quotidiennes, et qu'il peut conduire à une servitude confortable si l'on préfère la tranquillité à la responsabilité. Dans cette alternative, il n'y a pas de repos. Il n'y a que des choix, répétés, minuscules, obstinés, et c'est peut-être cela, la vérité la plus dure qu'il ait été rapporté d'Amérique pour la déposer, comme une pièce à conviction, sur la table de la France.